La France, le gouvernement cherche à faire des économies, notamment 50 milliards. Eh bien, où est-ce qu'on les fait? Comment on les trouve? Une des pistes, c'est notamment la réforme territoriale du fameux millefeuille dont on ne cesse de parler. Eh bien, on va en parler aujourd'hui avec Jean-Vincent Placé, le sénateur EELV pour Europe Écologie Les Verts, qui est avec nous. Jean-Vincent Placé, bonjour. Bonjour. Et qui dirige le groupe au Sénat, il faut le dire. Tout à fait. Alors, on commence par les petites questions oui-non. Karaoké d'estrade, c'est une expression qui a été utilisée par Madame Taubira, la garde des Sceaux, à l'occasion de commémorations sur l'esclavage. Elle a dit qu'elle ne voulait pas chanter la Marseillaise parce qu'elle ne voulait pas participer à un karaoké d'estrade. Vous approuvez ou vous désapprouvez? Ce n'est pas une expression que j'aurais utilisée. D'accord, donc pour vous, c'est pas... je pense que c'est important dans les cérémonies commémoratives de chanter la Marseillaise. Alors moi, j'ai un problème, c'est que je chante faux, mais je chante la Marseillaise. D'accord. Les ministres, donc, doivent chanter la Marseillaise, doivent savoir chanter la Marseillaise? Ça ne doit pas être une règle, mais d'accord. Oui. Henri Guénaud doit-il quitter l'UMP? C'est Alain Juppé qui disait ça hier. Bon, écoutez, ça c'est vraiment ridicule. C'est comme si en 92, parce que nous avons tous les deux de la mémoire, Yves Tréhard, il y avait eu le débat sur le traité de Maastricht. C'est comme si on avait demandé à l'époque l'exclusion du parti gaulliste de Philippe Séguin et de Charles Pasqua. Le parti, moi je suis pro-européen, je suis fédéraliste, voilà. Après, il faut avoir des débats d'idées et tout ce que dit Henri Guénaud sur le sujet, je ne partage pas, mais c'est extrêmement intéressant, empreint de beaucoup de culture et d'histoire, y compris d'histoire de son propre parti. Donc voilà, je suis pour la liberté de l'expression d'Henri Guénaud. Et je m'intéresse d'ailleurs à savoir pour qui il va voter, parce que Henri Guénaud est quelqu'un tout à la fois d'important et d'atypique dans le paysage politique français. Et il faut qu'il y en ait, parce que cette vie politique devient de plus en plus aseptisée et ennuyeuse, et technocratique. Voilà, et Henri Guénaud fait honneur à la politique. Ah bah voilà. Alors on va écouter maintenant Alain Juppé sur un autre thème. Donc il va lancer notre conversation sur la régionalisation. J'ai de fortes réserves, d'abord parce que je pense que c'est incohérent. Si vous faites 7-8 régions sans département, vous éloignez considérablement l'administration du citoyen, et en plus, on revient à la France de l'Ancien Régime. Alors, vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que, en gros, il dit, des grandes régions sans département, eh bien, ça éloigne les Français des cœurs de décision. Non, on n'en est plus là. Évidemment, il faut être attentif à la proximité. Évidemment, il faut être attentif à rapprocher la décision du citoyen. Il y a notamment les municipalités et les agglomérations pour ça. Mais d'évidence, sur les grands sujets, l'économie, l'aménagement, l'urbanisme, l'éducation, la recherche, l'écologie, évidemment, la régionalisation, c'est une réponse efficace à l'organisation territoriale. Donc vous approuvez cette réforme? On l'approuve d'autant plus que cela fait 10 ans que, notamment moi, je prêche dans le désert jacobin départementaliste français pour promouvoir l'Europe des régions et des agglomérations. Donc vous voyez, le projet présenté par le président de la République et par le Premier ministre, c'est peu ou prou ce que nous disons depuis une dizaine d'années. Donc vous ne m'en voudrez pas de ne pas me réfréner dans ma satisfaction, car je pense que c'est extrêmement important de rationaliser, d'être plus efficace. On cherche des économies, il y a effectivement là un temps pour l'économie, mais pas seulement, il y a aussi un temps pour l'efficacité, notamment de l'investissement public. Vous le savez, 75% de l'investissement public, ce sont les collectivités territoriales. On va procéder par ordre. C'est une façon de préserver cela. Est-ce que vous êtes capable de chiffrer ce que cette réforme pourrait nous faire comme économie? Monsieur Valigny, qui est en charge du dossier au gouvernement, parle de 25 milliards. Oui, j'ai lu ça dans votre journal, de 12 à 25 milliards. Très sincèrement, l'objectif ne peut pas être que de réduire l'intervention publique. C'est l'efficacité aussi. Moi, par exemple, je me suis prononcé sur certains éléments du pacte de responsabilité en faveur des économies, notamment économies sur l'administration centrale, économies dans le volet collectivité territoriale. Mais ce n'est pas des économies, ce n'est pas la fin en soi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre des collectivités territoriales stratèges qui ne s'occupent pas de tout, évidemment, et qui puissent investir. Investir, par exemple, sur le numérique, sur l'ensemble du territoire. Et c'est plutôt bien qu'elle n'ait plus la clause de compétence générale, c'est plutôt bien ça? Alors, moi j'ai une position particulière. Il me semble quand même
que dans un souci de mise en cohésion et de priorisation d'une collectivité territoriale, il faut qu'il y ait quelque part la clause de compétence générale. Donc ça, vous êtes plutôt contre alors la suppression? Je pense que nous, on est pour la suppression des conseils généraux, donc on est extrêmement clair à ce niveau-là. On pourrait remettre tout ce qui est volet développement, route, aménagement au-dessus, au niveau des régions, et soit à l'État, soit aux agglomérations, le volet social. Donc, du fait même que nous supprimions le conseil général, on peut de ce fait-là maintenir la clause de compétence générale pour les régions. Parce que la régionalisation va de fait de pair avec le renforcement des compétences des régions, et aussi, je le dis, c'est un sujet qui peut aborder la question de l'autonomie fiscale. Il faut que les régions puissent lever l'impôt. Ah, puissent lever l'impôt. Exactement. Vous allez jusque-là, comme en Espagne, par exemple. Exactement. D'accord. Y compris, alors là, c'est une ce qui n'est pas prévu dans le projet de M. Valls. À un moment, il faudra bien parler des financements. Bien sûr. Autonomie fiscale et péréquation. Parce que moi, je n'oublie pas, évidemment, les régions qui seraient... Péréquation, ça veut dire qu'on harmonise entre les régions pauvres et les régions un peu plus riches. On fait un fonds régional, interrégional d'ailleurs, où l'Île-de-France, Rhône-Alpes, pour aller vite, comme la France et l'Allemagne en Europe, l'Île-de-France, Rhône-Alpes paierait probablement pour les régions, pour notamment aider à l'investissement et aux structures. Alors, est-ce qu'il faut passer par un référendum? Parce que d'après Alain Juppé, il faut passer par un référendum pour faire cette réforme. Alors, il y a le problème constitutionnel, la suppression des conseils généraux. J'ai vu que mon ami et homologue Didier Guillaume au Sénat avait trouvé une position qui puisse maintenir formellement l'existence des conseils généraux, réduire les compétences et faire en sorte que, par exemple, elles puissent réunir les responsables des agglomérations du département concerné avec les élus régionaux de la part départementale. Donc ça me paraît assez solide sur le plan constitutionnel. Et puis à un moment, non, arrêtons avec ces histoires de référendum. Moi je constate que quand on est dans l'opposition, tout le monde est pour des référendums. Et quand on est dans la majorité, on n'est plus pour. Y compris mes propres amis, moi je l'ai dit, qui sont pour des référendums. J'ai dit, mais bizarrement, vous n'êtes pas pour le référendum sur le mariage pour tous. Donc je constate qu'on arrête avec cette histoire des référendums. En plus, je vais vous dire, il n'y a rien de moins démocratique qu'un référendum en réalité. Donc moi, je suis contre la pratique bonapartiste référendaire. D'accord. Donc je suis clair là-dessus. Et à un moment aussi... Et Dieu sait si vous aimez pourtant Napoléon. Sur le plan historique et culturel, ça c'est autre chose. Après, aimer son parcours, c'est autre chose. Mais on pourrait faire le débat sur le livre, y compris de M. Jospin. Mais pour en revenir à notre sujet, ça fait 30 ans que la décentralisation a été mise en place par Defferre et Mitterrand. Ça a été revisité sur l'acte 2, mais des rapports, des consultations, mais on en a fait. Moi, j'ai l'impression de passer ma vie à ça, faire les consultations et des rapports. Il y a eu Monroy, il y a eu Balladur. J'avais salué à l'époque Balladur. Et cette réforme-là, elle se fera? Il faut la faire vite. Voilà, c'est ça ma conclusion. Elle se fera d'ici à 2016? Il faut la faire vite, parce qu'on a déjà perdu 2 ans. Et chez les Verts, tout le monde est sur la même longueur d'onde que vous? Oui. Chez les écologistes? Oui, je sais qu'il y a toujours des gens chez nous pour faire la fine bouche, mais c'est ce qu'on propose depuis 10 ans. Moi, je suis celui qui a notamment fait la réponse à la commission Balladur. On a salué à l'époque, ça avait fait sourire, les travaux de la commission Balladur, et on reprend cette philosophie-là, et on reprend la philosophie ce qu'avait fait Pierre Mauroy. Enfin, on répète la même chose. C'est comme toujours en France, c'est qu'à chaque fois, on crée une commission, on connaît le débat. Bon, là, maintenant, il faut aller vite. Au Sénat avant l'été, à l'Assemblée nationale avant la fin de l'année. Et donc, vous allez me poser la question, Yves Tréhard, de facto, c'est la conséquence, c'est pas l'objectif, je préfère vous le dire, parce que je connais votre esprit taquin. Eh bien, c'est la conséquence et non pas l'objectif. Eh bien, on reporte les élections départementales et régionales en mars 2016. 2016, d'accord. Voilà. Est-ce que Cambadélis a raison d'envoyer au débat sur l'Europe M. Martin Schulz, qui, lui, brigue la présidence de la Commission européenne? Totalement. Enfin, c'est tout de même incroyable que... Qu'est-ce qui va débattre pour les Verts? Eh bien, nous demandons à ce que ça ne soit pas... enfin, d'ailleurs, c'est la demande, pas du tout de défiance, au contraire. Il y a totalement la confiance vis-à-vis d'Emmanuel Cos, la patronne du Parti écologiste. Mais nous demandons à ce qu'on puisse envoyer qui, par exemple? Un de notre duo, parce que nous avons José Bové, qui est notre candidat, et également Ska Keller, une jeune Allemande, qui est notre duo de candidature à la Commission ça pourrait être elle, alors européenne. Bah, écoutez, ça se discute, parce qu'y compris, je constate qu'il y a surtout des hommes, donc on pourrait faire la parité, mais ça se discute. Mais c'est quand même une élection européenne. Donc, au niveau des 28, nous présentons, les grands partis, des candidats pour la présidence de la Commission européenne.
c'est quand même normal que dans chaque... Il y aura quand même M. Mélenchon et Mme Le Pen, mais apparemment. en plus, ça fait une distorsion de concurrence, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a des partis qui ont leur candidat et d'autres partis qui n'ont pas leur candidat. Mais je vous donne un exemple. Est-ce que si on faisait un débat décentralisé, parce que c'est ça la réalité, en Lozère, pendant l'élection présidentielle, on dirait on va mettre le chef du parti concerné de PS, Verts, etc., de la Lozère, plutôt que le candidat à la présidentielle française. Personne ne comprendra. Non, mais c'est absurde cette histoire. Moi, je l'ai dit d'ailleurs à la commémoration, j'ai écrit un courrier et je l'ai dit au président de France 2. Enfin, bon, les privés, bon, je ne dis pas qu'ils font ce qu'ils veulent, mais enfin, c'est plus compliqué. Mais France 2, France Inter, France Info, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, franchement, on me dit on ne s'intéresse pas les Français, les médias publics ne font rien pour. Mais c'est serpent qui se mord la queue. Comme on dit, ça ne les intéresse pas, on ne fait pas d'émission, et bien comme on ne fait pas d'émission, ça n'intéresse pas. Est-ce que Jean-Vincent Placé votera, et vos camarades, le collectif budgétaire au début de l'été? On va discuter avec le Premier ministre et le ministre des Finances. Ça va encore être une partie serrée. Moi, je pense qu'il y a un moment aussi, il faut clarifier les choses et sur le positionnement. Et dans le fameux accord PS-Vert auquel j'avais beaucoup participé, nous avions indiqué que ce n'était pas d'ailleurs un accord gouvernemental. C'était un accord politique et parlementaire, c'est moi qui avais trouvé ces termes-là, où on indiquait qu'on avait vocation à voter le PLF, le projet de loi de finances, le PLFSS, les projets de loi de financement de la sécurité sociale, les collectifs et évidemment ne jamais voter les motions de censure. Mais là. Et donc là, il y a une discussion à avoir qui n'est pas facile parce que évidemment certains de celles et ceux qui ne veulent pas voter disent ah bah oui mais le reste de l'accord n'a pas été réalisé. Est-ce qu'Adi Valls hier à la télévision est propre à vous rassurer? Moi ce que je souhaite c'est que trois choses en réalité, c'est que le Premier ministre fasse vraiment ce qu'il a dit dans le cadre de sa volonté de revaloriser le rôle du Parlement et de discuter notamment avec les groupes parlementaires de la majorité, les groupes parlementaires de la majorité et aussi l'opposition, mais la majorité c'est simple, ce sont les socialistes, les radicaux et les écologistes. Deuxième chose. Moi je considère qu'on est dans la majorité. Et deuxième élément, qu'il y ait une façon de rassurer les écologistes sur la question de la transition énergétique, sur la question de la biodiversité, sur la question bien sûr des éléments liés à l'écotaxe. Et enfin le troisième sujet qui est une attente importante, c'est qu'il y a une préoccupation pour les plus défavorisés et que le pacte de responsabilité ne s'abatte pas sur les plus modestes parce qu'on a besoin aussi de consommation populaire pour la relance de l'économie. Qu'est-ce que va devenir l'écotaxe alors? On entend Mme Royal qui cherche des solutions alternatives et puis on entend Mme Duflot qui dit mais on pourrait continuer l'écotaxe et partir du principe que les premiers kilomètres soient exonérés d'écotaxe, justement. Oui, mais moi je suis, ça vous paraît être la bonne solution? Moi je suis pour le coup un peu entre les deux, si j'ose dire. On arrive à... Moi j'étais pour qu'on la fasse l'année dernière. Voilà. L'écotaxe telle qu'elle était. Voilà, il fallait assumer, prévu. Il fallait y aller. On a reculé à l'époque. On est arrivé à la 3e année du quinquennat et donc le sujet fiscal aujourd'hui devient repoussoir. C'est Pierre Moscovici qui avait quand même réussi, dans une figure extraordinaire, à dire lui-même, le ministre de l'impôt, il y a le ras-le-bol fiscal. Bon, bref. Donc quand le ministre de l'impôt le dit, on peut penser que les Françaises et les Français le perçoivent. Et donc, à ce moment-là, dans un tel état d'incompréhension par rapport à l'impôt, moi je suis pour l'impôt, je suis pour le réhabiliter, mais c'est vrai qu'on est dans une période difficile, y compris par rapport à ce qui a été fait pendant 2 ans par le gouvernement, de façon quand même illisible. Eh bien, on arrive dans une situation difficile. Donc il faut faire attention. Et donc, revenir avec l'écotaxe telle qu'elle était, ce n'est pas possible. Donc, il faut trouver des solutions alternatives. Donc, faisons un mixte sur ce que j'appelle le cabotage routier. Alors, comment on fait le mixte? C'est-à-dire, sur les premiers kilomètres, on exonère. On n'est pas obligé d'exonérer de Brest à Rennes pour tomber pile poil. Mais on peut dire c'est ça la philosophie. De Brest à Lorient ou de Brest à Lannion. On fait attention aux petits camions. C'est-à-dire que ceux qui font des petits parcours et qui sont petits en taille, voilà. Donc, c'est taille aux essieux, mais bon, je ne reviens pas sur le sujet. Et par ailleurs? Et donc, qu'il y ait 2 sources de financement complémentaires, et y compris si j'entends ce qui est dit par notamment les technocrates bruxellois sur mais attention, bon, quand même, dire que des camions qui partent de l'étranger, qui traversent toute la France, comme le dit Ségolène Royal, qui sont des très très gros camions, qui payent un peu, ça paraît quand même assez normal. Si ça peut rapporter sur les 800 millions qu'on recherche, 200 millions, c'est bien. Et les 600 autres, eh bien, ce sont les sociétés d'autoroutes. Vous savez, sociétés d'autoroutes, comme ce que propose Ségolène Royal. Moi, je le propose depuis longtemps. Je vais vous dire, ce sont des sociétés privées concessionnaires. On est d'accord. On renationalise. On a privatisé il y a 8 ans sous M. de Villepin
à un prix dérisoire. Aujourd'hui, les profits sont gigantesques. C'est scandaleux, cette histoire. C'est scandaleux, voilà. Et donc là, 600 millions, c'est facile à trouver. Est-ce qu'on garde le dispositif Ecomove, la société chargée de prélever, de collecter l'argent? Moi, j'ai pas de religion, mais j'aime pas les PPP de façon générale. Et partenariat public-privé. Et encore moins pour la collecte de l'impôt. Je crois que c'était, voilà, donc un montage qui pouvait peut-être se justifier il y a quelques années, mais qui aujourd'hui a perdu de sa pertinence. Et je le dis pour conclure, ces 800 millions, ils sont très importants parce qu'il y a 120 projets en souffrance de transport collectif urbain, tramway, RER, métro. Et c'est vraiment très important pour la vie des Françaises et des Français. Dernière petite question. Alain Lipietz, qui était candidat à Villejuif, enfin qui était sur les listes à Villejuif, finalement il n'a pas soutenu au deuxième tour la liste communiste, mais il a soutenu une liste de droite. Il était sur la liste de l'UMP. Voilà. Vous allez sa collègue vous allez l'exclure ou pas adjointe. Eh bien, moi, le terme, évidemment, est fort. Mais, et d'ailleurs, j'en avais fait un débat de fond avec certains de mes amis à la Constitution d'Europe Écologie Les Verts. Et j'avais fait mettre dans la charte de commune, d'orientation générale du mouvement, que si nous cherchions évidemment à rassembler au plus large pour développer l'idée de l'écologie, nous excluions totalement toute alliance électorale avec la droite. Et ce qui valait quand nous étions dans donc la Lipietz doit être exclue. Ce qui valait quand nous étions dans l'opposition avec Nicolas Sarkozy vaut quand nous sommes dans la majorité avec François Hollande, évidemment. Et de fait, Alain Lipietz qui a un long parcours politique, qui lit l'ensemble des textes, qui envoie d'ailleurs des mails toutes les nuits pour justifier que le gars de l'UMP est formidable par rapport à la maire sortante communiste. Bref, eh bien, il savait très bien ce que ça allait... Donc vous l'excluez? Il savait très bien quelles seraient les conséquences. Vous l'excluez donc? Qui sont mécaniques. Il est suspendu pour le moment, il va vers l'exclusion. C'est ce qu'on a compris. C'était le talk orange Le Figaro de Jean-Vincent Placé qui nous a dit qu'il était à fond derrière la réforme territoriale et qu'il allait même plus loin, lui, puisqu'il voulait que les régions aient la compétence de prélever l'impôt, ce qui est quand même une réforme très importante. Et puis, il nous a dit une chose qui est très importante aussi, c'est que M. Guénaud avait toute sa place à l'intérieur de l'UMP dans le débat sur l'Europe. Merci Jean-Vincent Placé.